Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo. Le 1-23 dit vouloir poursuivre les pourparlers de paix à Doha. Ce 27 juin 2025, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix à Washington, aux États-Unis, accord de paix qui est censé mettre fin aux hostilités dans l'est de la RDC. L'accord stipule l'arrêt des soutiens des États aux groupes rebelles sur le terrain. Le Rwanda qui a déjà cessé de soutenir le 1-23, la République démocratique du Congo qui a également cessé de soutenir les FDLR. Cependant, il y a un autre processus, celui de Doha, qui permet de lancer les discussions entre la République démocratique du Congo et les groupes rebelles, notamment le 1-23. Le 1-23 qui se dit prêt à continuer les discussions avec Kinshasa à Doha. On sait que Kinshasa n'a jamais voulu discuter avec le 1-23. Félix Tshisekedi l'a martelé à plusieurs reprises. Et le risque, après la signature de cet accord de paix avec le Rwanda, c'est que Kinshasa refuse carrément de continuer le processus de Doha. Les rebelles sont disposés à le continuer. Est-ce que cela peut être une menace pour la paix dans l'est de la RDC, malgré l'accord signé à Washington? Bon enfant, Govi. Bon, finalement, en tout cas, ce que je dis, ça n'engage que moi. Finalement, c'est comme... on croirait que peut-être que le président Tshisekedi tire quelque chose des hostilités qui sont nées de cette bagarre entre le M23 et, comment l'appelle-t-on, la RDC. Pourquoi? Aujourd'hui, aucun pays ne peut vivre en autarcie. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est la discussion, au moins les discussions ou bien le dialogue pourrait résoudre plusieurs problèmes. Vous comprenez? Mais la discussion à Washington, et on a signé des accords. C'est pourquoi même le représentant de M23, en intervenant, a dit que le problème maintenant n'est plus entre simplement et M23 et c'est un problème entre les deux États. Pourquoi ils ont dit? Parce que vous dites que le M23 est financé par, ou bien, comment l'appelle-t-on là, est financé par Rwanda. Et que la RDC aussi finance le FDLR. C'est ça le souci. Et maintenant, il faut que le président Tshisekedi soit disponible à discuter avec l'autre. Parce qu'il y a un enjeu. Pour Tshisekedi, du moment où il a déjà discuté avec Paul Kagame et que le Rwanda et la RDC ont signé leur accord de paix à Washington, peut-être, il ne l'a pas encore dit, mais on soupçonne qu'il ne veuille plus continuer à discuter avec le 1-23, supposant que le parrain a déjà accepté les clauses de l'accord. Est-ce qu'il a terminé son mandat? Il est toujours en activité. Le parrain a accepté l'accord. Il est toujours en activité, il ne doit pas. Il pourrait ne plus soutenir le 1-23 et sans soutien du Rwanda, le 1-23 est affaibli. Il ne devrait pas penser que, parce que le parrain nous a fait signer quelque chose, donc les discussions de Doha ne valent plus la peine. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, on suppose. Non, je dis, supposer là va devenir normalité. Ça, c'est la vérité. Parce que depuis, nous voyons que Félix Tshisekedi a une réticence lorsqu'on veut parler de discussion entre Kagame, Rwanda et le M23. Ce n'est pas normal. Vous voyez, aujourd'hui, quand on quantifie l'armement de M23, je vous assure que les gens tendent à dire que l'armement de M23 dépasse l'armement d'un État. N'est-ce pas à cause du soutien du Rwanda? Pardon? C'est surtout à cause du soutien du Rwanda. Justement, c'est à cause de ça. Et donc, si le Rwanda se retire si le Rwanda retire son soutien au M23, on suppose que le M23... Est-ce que vous croyez que le Rwanda peut se retirer de M23? En tout cas, c'est ce qu'il a signé à Washington. Justement, c'est ça. Les gens signent quelque chose aujourd'hui. Ouais, les gens ont signé des trêves, mais les gens ont cru que les trêves là, ça doit marcher. Mais le jour suivant, même ce n'est même pas le jour, à l'aube, les affrontements ont continué ailleurs. Donc, il ne faut pas se fier à ces dires politiques-là. Il faut que M. Tshisekedi fasse l'état des lieux pour savoir que est-ce que sa réticence, le fait de rentrer en discussion avec le M23 pour une paix durable, pour que la population civile qui n'a pas de quoi se défendre cesse de mourir au front, que de rester stoïque pour son intérêt. Moi, je suis tenté de dire que M. Tshisekedi a un intérêt lorsque la chose devient autrement. Il a des choses là. Maintenant, à Doha, il faut qu'il laisse ses intérêts, je crois, ce n'est pas partisan personnel, pour discuter. On parle de discussion. Aujourd'hui, ce n'est plus Kagame, mais c'est M23. Allez-y, vous allez discuter, et ça veut dire que même si c'est 50-50, au moins,
on va cesser les crépitements des armes à l'est du Congo. Sinon, Tshisekedi croit que quand ça perdure, il a quelque chose à y gagner. C'est ce que moi, je pourrais dire au finish. Merci beaucoup. À vous, bon enfant Agbovi. Eric Johnson, le M23, veut continuer les discussions de paix à Doha avec la République démocratique du Congo. On sait qu'officiellement, Félix Tshisekedi n'a jamais voulu discuter avec le M23, mais c'est ses envoyés qui vont à Doha pour discuter, puisque c'est la voie à prendre pour trouver la paix. Est-ce que cette position pourra se radicaliser, surtout qu'il a déjà signé un accord de paix avec le Rwanda le 27 dernier? Alors, il y a une évolution de la situation. Hein. Le RDC a également accepté de continuer les discussions à Doha. L'information est tombée il y a quelques heures. Et donc, je pense que les accords signés aux États-Unis, surtout avec la médiation du président du Conseil togolais, Faure Gnassingbé, ces accords-là, c'est entre deux États. Bien sûr. Le Rwanda et la RDC. Parce que chaque partie accuse l'autre de soutenir une rébellion qui dérange le pays. Et donc, ces deux pays-là se sont dit désormais, nous n'allons plus soutenir les rébellions. La RDC ne va plus soutenir les FDRL et le Rwanda ne va plus soutenir le M23. Toutefois, il y a encore le conflit qui n'est pas encore terminé parce qu'il faut désarmer tous ces groupes-là qui font du désordre dans cette partie de l'Afrique. Et donc, si le M23 insiste à continuer les discussions, je pense que c'est pour finalement aboutir à un cessez-le-feu et pourquoi pas à un démantèlement d'ailleurs de ces rébellions-là qui dérangent les deux pays. Alors, la RDC aussi vient d'approuver cela en disant que les discussions les pourparlers de Doha vont continuer. Et c'est surtout, vous savez, que les forces armées du Congo sont véritablement affaiblies parce que au-delà du M23, il y a également d'autres groupes rebelles qui sont dans la zone, surtout à l'est de la RDC, qui aussi font du désordre. Et donc, je crois que les pourparlers de Doha, en réalité, vont permettre de démanteler tous ces groupes-là et pourquoi pas aboutir à la paix dans ce pays qu'est la RDC. Donatien Aweso, la RDC et le Rwanda ont déjà signé leur accord. Il reste celui de la RDC et du M23. Le M23 se dit prêt à discuter, la RDC également. Mais est-ce qu'il y a des risques à ce que ces accords n'aboutissent pas, du fait qu'on estime que déjà, si le Rwanda retire son soutien au M23, on n'a plus réellement besoin de signer quoi que ce soit avec le M23? Ce qui m'intrigue dans cette affaire maintenant, c'est on voit tout ce que Kagame a toujours nié, en disant qu'il n'a ni sa main ni son pied dans les affaires de M23. Il vous en souvient ici que Kagame a toujours nié son soutien au M23, mais bon, avec l'accord de Washington, tout est clair maintenant. Moi, je suis fatigué avec cette guerre qui se passe entre le Rwanda et la RDC. Et ici, moi, j'accuse l'UA. Si l'UA est là et qu'un groupe armé, on l'appelle à discuter, et cette guerre, disons, ces conflits-là, ça dure déjà plus de 30 ans, hein, et on n'a pas pu trouver une issue à cette histoire entre la RDC, l'Est de la RDC et puis le Rwanda. Jusqu'à maintenant, franchement, je pense que l'UA
sur ce côté-là, aurait failli. Je ne veux pas parler de la CEMAC ou bien la CEAC. Voilà, je ne veux pas parler de ça. Je veux parler même de l'UIA même. Comment une bande armée va posséder de l'armement même, plus qu'un État? Si c'est la sécession... Je rappelle que l'Union africaine n'est pas censée financer l'armement des pays. Non, je ne peux pas dire ça. L'UIA devait parler et devait quand même intervenir à ce que cette bande armée ne puisse pas prospérer durant 30 ans déjà. Ça dure là-bas, ça fait 30 ans. Sous d'autres formes, bien sûr. Oui, ça fait 30 ans, ce conflit dure là-bas. C'est quelque chose qui... Ça fait un moment quand on parle de la RDC et puis du Rwanda, je me dis, pourquoi ne pas trouver un terrain d'entente une fois de bon? Et comment Tshisekedi aussi, qui n'est plus trop perméable aux discussions avec le M23, il a aussi ses raisons, parce que le M23 a tellement détruit dans l'est de la RDC, il a tellement détruit, pillé les ressources minières, etc. C'est de bonne guerre pour lui de refuser, mais c'est la paix qui doit triompher. Et je pense que les vies humaines sont plus chères que ces ressources humaines, ces ressources naturelles. Je pense qu'ils doivent faire feu de tout bois pour que la discussion puisse être prônée entre, si on doit le faire, le M23 et la RDC puissent trouver un terrain d'entente pour que ça crépite. Maintenant, mon inquiétude, que fera-t-on des membres de cette milice? Justement, ça peut être l'une des questions cruciales à aborder à Doha, puisque déjà à Washington, il est dit qu'on pourrait envisager un mécanisme d'intégration conditionnel, et Doha devait permettre de fixer les conditions d'intégration du membre du M23. Mais moi, ma question, qu'adviendra-t-il si on ne s'accorde pas sur l'application de cet accord, puisque ça s'est déjà passé avec le M23 qui a fait sa résurgence en fin 2021, puisque estimant que les précédents accords n'ont pas été respectés. Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans une situation cyclique, Eric? Oui et non. Non, quand les accords qui ont été signés sont respectés par toutes les parties. Sauf que quand on dit qu'il faut intégrer les gens, pour un rebelle qu'on ne l'intègre pas, il est frustré. Je pense que la chef de la diplomatie congolaise a eu à dire hier au cours d'une conférence de presse que ce sera une intégration sélective. Oui. Parce que là, on est en train de parler d'une armée nationale. De l'armée nationale, donc de la défense nationale. On ne peut pas intégrer n'importe qui pour que qu'il y ait résurgence justement de ce mouvement-là. Et je pense que les pourparlers de Doha vont aplanir tout ceci. Parce qu'ils y vont, c'est pour trouver des accords et il faut que toutes les parties respectent ces accords-là. Si on veut réellement la paix, on a accepté de signer un accord de paix déjà et qui repose, forcément, ils ont dit, sur 3 piliers, et les 3 piliers qui n'ont pas été évoqués. Et donc, on nous dit que c'est au fur et à mesure, dans l'application de ces 3 piliers-là, que nous saurons exactement de quoi il s'agit. Alors, je dis, c'est vrai que les gens sont allés un peu encore plus loin, car on parle du pillage, même des ressources minières de la RDC. Et il faudrait que cela soit arrêté et que maintenant les entreprises qui sont également en train de faire ce pillage-là, que ces entreprises-là soient quand même remplacées par des entreprises nationales congolaises pour que... Mais est-ce que les gens avec autant d'intérêt qu'il y a là vont permettre que ces accords-là soient véritablement respectés et qu'on retrouve la paix dans ce pays. Moi, c'est la question que je me pose au-delà des principes de règlement de conflits que nous connaissons. Quelque chose à ajouter, Donatien? Oui, c'est ce que j'avais dit. Maintenant, si on n'intègre pas tout le monde, que feront ceux-là qui seront mis à l'écart?
vous allez voir que c'est prendre des gens qui vont reprendre. Il y aura encore résurgence de cette violence-là, peut-être de façon sporadique. Hein. Ils viendront piller et repartir, piller, repartir. Donc, je crois que ça a trop duré et ça a enraciné des gens. Certains étaient peut-être recrutés à l'âge de 13 ans. Disons 20 ans ajoutés à 13 ans, vous imaginez, ils ont déjà 33, 34 ans, 35 ans, ont même eu des enfants étant rebelles. Et je ne pense pas que ça pourrait être facile là-bas. C'est pourquoi je mets la faute sur l'UIA qui n'a pas joué son rôle pleinement dans ce secteur-là. De toute façon, il y aura, quand on va faire cette intégration sélective-là, on va mettre en place un mécanisme quand même pour permettre à ceux-là qui n'ont pas été intégrés de faire quelque chose. Ça, si vous ne le faites pas, c'est que vous permettez aux gens de se rebeller encore. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.